parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Ces femmes et ces hommes fuient à travers l'Europe et je crois que je sais que notre devoir est de pouvoir les accueillir, les protéger. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Je vais plaider coupable. J'ai dit au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous que je regrette. On ne peut que se réjouir de cet accueil fantastique qui est donné, qui est annoncé, qui est voulu par les États européens. Mais on doit bien constater aussi qu'il y a une grande différence avec ce qui a été fait dans les années précédentes à l'égard des Syriens, des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, etc. Jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à ce jour, 16 mars, on ne parle pratiquement pas de crise, alors qu'effectivement, à d'autres moments, on a parlé de crise quand on a eu un tel nombre d'exilés, de réfugiés qui arrivaient en Europe. Donc on est à 2,5 millions aujourd'hui, on prévoit 3 millions, peut-être plus. Depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu effectivement 20, 25, voire 30 millions, selon les estimations, de personnes qui étaient en exil au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui a donné lieu à la création du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, qui a été une création européenne au départ, et puis à la Convention de Genève de 1951 qui a voulu créer les conditions juridiques à l'échelle internationale pour pouvoir accueillir ces exilés. Ensuite, pendant toutes les années 50, il y a eu un usage de la Convention de Genève d'une manière ponctuelle, avec principalement l'accueil de réfugiés qui venaient des pays de l'Est. On était dans le contexte de la guerre froide. En 1967, la Convention de Genève a été internationalisée, on va dire, pour donner un statut juridique, on va dire, aux exilés de conflits et de guerres locales en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Ça, jusqu'après la fin de la guerre froide, où là, les conditions ont été un peu différentes. On a moins bien accueilli les gens de l'ex-Yougoslavie et du Kosovo que ce qu'on avait accueilli, par exemple, les réfugiés des guerres d'Indochine, qui sont devenues les guerres du Vietnam, et donc tout ce qu'on a appelé les boat people, à la fin des années 70, où la solidarité a été importante. Donc on a eu, au moment de la fin de la guerre froide et de l'ouverture à la mondialisation, etc., on a eu des exilés, des réfugiés avec qui la solidarité politique n'était pas du tout établie, pas du tout donnée. Et on a eu toutes ces années difficiles, on va dire, du refuge, ces années difficiles d'exilés, où pratiquement les personnes étaient d'abord plutôt indésirables, même si elles étaient reconnues comme vulnérables. Et donc, entre le langage humanitaire qui finalement s'est avéré très faible, comme motivation de l'accueil, et les motivations politiques qui étaient plutôt dans le sens du non-accueil en général, on a bien vu dans les années 90, et puis les années 2000, et puis surtout les années 2010, que l'accueil des réfugiés n'allait pas de soi. On va dire le summum de ce phénomène, c'est 2015, avec ce qu'on a appelé à ce moment-là la crise des réfugiés, la crise migratoire. Très très vite, ce terme-là est venu, et on a considéré que toutes ces personnes étaient un problème. Voilà. Et c'est vrai que si on arrive à l'année 2022 et la crise, qui est là pour le coup une crise de l'exil très importante liée à cette guerre en Ukraine, eh bien, on a un accueil en Europe qui se fait de manière beaucoup plus ouverte, volontaire, généreuse que ce que ça a été dans les 30 années passées. À peine arrivés, ils sont tout de suite pris en charge par la Croix-Rouge. Nous sommes en plein Paris, gare de l'Est, où une zone d'accueil a été spécialement ouverte pour ces réfugiés ukrainiens. C'est pour eux la fin d'un calvaire, le début d'une nouvelle vie. Nous sommes en capacité de faire face aux réfugiés et aux personnes déplacées qui arrivent d'Ukraine, de les accueillir dignement et de faire en sorte que toute famille ukrainienne ait un dispositif, y compris d'hébergement. Ce qui se passe avec cet accueil
tellement différent à l'égard des Ukrainiens par rapport aux Syriens, aux Afghans, aux Érythréens, aux Soudanais, qui viennent aussi de guerres violentes, de guerres tragiques. Pour ceux qui ont vu les images d'Alep ou les situations, pour ce qu'on a pu en voir en Afghanistan, mais aussi la terreur qui existe en Érythrée, par exemple, les violences dans le Soudan, dans le sud du Soudan, dans le Darfour, dans le nord, dans toutes les parties du Soudan. Toutes les personnes qui ont vu des images, qui ont pu être présentes dans ces terrains-là, peuvent témoigner de la violence terrible de ces situations. Et donc là aussi, bien sûr, il y a une violence terrible et on ne peut que se réjouir de cet accueil fantastique qui est donné, qui est annoncé, qui est voulu par les États européens et les sociétés européennes. Mais on doit bien constater aussi, et tout le monde le fait, notamment dans le monde associatif, qu'il y a une grande différence avec ce qui a été fait dans les années précédentes à l'égard des Syriens, des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, etc. La proximité de la guerre est évidemment une des raisons, mais on peut faire remarquer que l'ex-Yougoslavie n'était pas très éloignée non plus, ou le Kosovo. Le conflit avec la Russie sur des problématiques qui semblent nous remettre à tort, je pense, dans le cadre de la guerre froide. Ça n'est pas du tout la guerre froide, mais ça y ressemble, peut être un des éléments de contexte qui explique cet élan de solidarité. Mais bien évidemment, on entend aussi ils sont comme nous, ils nous ressemblent, ils sont européens. C'est pas des départs en vacances, hein. Ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient vers l'ouest. On parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. On va avoir, nos amis polonais s'apprêtent à recevoir des flots massifs. Il faut le prévoir. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Le tri que souhaitent les Français, puisqu'eux, ils veulent accueillir des réfugiés ukrainiens, c'est de dire il y a une différence entre des Ukrainiens qui sont dans une situation de guerre, des femmes et des enfants qui ont vocation à être aidés de manière temporaire pour ne pas être exposés aux bombes, et des personnes de nationalité africaine qui profitent de l'ouverture de ce couloir. Et puis le tri qui est fait par des gardes-frontières à la frontière polonaise ou hongroise ou moldave, ou à la sortie par les gardes-frontières ukrainiens, qui fait penser qu'effectivement, on ne traite pas de la même façon, par exemple, des étudiants africains ou des étudiants maghrébins. On a mis l'accent en particulier sur les étudiants marocains, par exemple, qui étaient nombreux et qui ont été d'abord repoussés, rejetés, remis de côté, mis à la fin de la queue et remis à la fin de la queue et remis à la fin de la queue, et donc qui ne pouvaient pas être traités en égal de droit et en égal de personnes même, avec parfois des violences qui ont eu lieu vis-à-vis de ces réfugiés-là ou de ces demandeurs de refuge. Donc il y a un élément en sous-bassement, si vous voulez. À la fois, on se réjouit de cet accueil, et à la fois, en sous-bassement, on peut quand même se poser un certain nombre de questions sur l'égale humanité de toutes les personnes qui viennent de la guerre, quoi. Ce qui choque beaucoup, c'est les deux poids, deux mesures en fait, entre les réfugiés africains et les réfugiés ukrainiens. Et de voir des gens, des gamins dormir à la rue maintenant, être maltraités à Calais, dans le Briançonnais ou dans l'arrivée de la Roya parce qu'ils sont africains, ça fait un peu mal au cœur. En fait, j'ai l'impression que ce racisme en fait, anti-noir s'exécute là par la position de l'État français, du gouvernement français sur l'accueil des Ukrainiens. Je pense que la première explication globale de tout ça, c'est que finalement, le statut de réfugié ne relève pas tant de ce qui paraît a priori d'un élan de compassion, d'un élan moral, d'un élan humanitaire. Le statut de réfugié, finalement, quand on le regarde rétrospectivement, mais là on peut le voir aussi en direct, relève de considérations géopolitiques. C'est le cas, a contrario, dans le contexte des réfugiés africains des années 90, des réfugiés kosovars, dont on n'avait pas grand-chose à faire, des réfugiés afghans, syriens, dont politiquement la France n'était pas aussi solidaire. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir
pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. C'est aussi le cas positivement, si on peut dire, voilà, pour l'Ukraine, où on voit bien qu'il y a un enjeu géopolitique considérable et que les élites donnent le ton. Ces femmes et ces hommes fuient à travers l'Europe et je sais que notre devoir est de pouvoir les accueillir, les protéger dans les meilleures conditions possibles. La France, comme je l'ai dit depuis le début de cette guerre, prendra sa part et nous la prenons. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Que les sociétés soient solidaires, malgré ou avec ou contre les États, ça on l'a bien vu dans les années 2010-2015. De 2015 à 2018, 500 associations se sont formées en solidarité avec la question migratoire, pour l'accueil, pour l'aide juridique, en plus de ce qui existait déjà. Donc il y a une solidarité des sociétés civiles, qu'on aille voir à Briançon, qu'on aille voir à Calais, qu'on aille voir à Bayonne, et on voit des groupes, des associations qui se forment pour aller sur place, dans la montagne, à la frontière, etc., pour aider les migrants. Ça existe, autant qu'il existe aussi des gens qui râlent, des gens qui sont hostiles, des gens qui ont des propos antipathiques. Tout ça existe aussi. Nous sommes là pour dénoncer le flux migratoire, l'islamisation et l'intégrisme musulman que subit de plein fouet notre pays. Comment est devenu Calais aujourd'hui ? Une poubelle. Je n'ai pas peur de le dire, une poubelle. Pourquoi ? Voilà. À cause d'eux. Désolé. Ce qui fait la différence, on le voit bien, c'est ce que disent les élites politiques, c'est ce que disent les États, c'est ce que disent les gouvernements, c'est eux qui donnent le ton. Et donc quand l'État dit « soyons solidaires », quand on voit, comme on l'a vu là, que le gouvernement lui-même convoque les associations pour organiser la solidarité, on a les yeux écarquillés en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2015-2016 » où, au contraire, on criminalisait la solidarité. Cédric Herrou et d'autres, puisque c'est le nom qu'on retient, mais en Europe, il y a aussi le maire de Riace, etc. Et on a remarqué les propos de Angela Merkel à la fin du mois d'août 2015 pour que des gens se sentent libérés pour apporter leur solidarité, mais immédiatement après, dans les mois qui ont suivi, en France notamment, les gouvernants ont dit « Ah oui, mais non, pas trop, elle a exagéré, elle a fait une erreur », même on a entendu de la part de Manuel Valls, par exemple. Donc on voyait bien que là, les gouvernants étaient plus que dans la réserve, ils étaient dans l'hostilité. Donc on a une société hospitalière et des États hostiles. Là, en ce moment, on a cette rencontre extraordinaire où l'État et les États européens et les sociétés européennes manifestent leur hospitalité, leur solidarité. Et donc c'est un moment, effectivement, c'est un moment important, c'est un moment, on pourrait dire, de rencontre idéale. A contrario, on est bien obligé à chaque fois de se dire, alors, si c'est seulement pour les Ukrainiens, ou bien déjà seulement pour les personnes qui viennent d'Ukraine, donc on va ne pas faire le tri racial, puisqu'au final, quand on décortique tout ça, c'est un tri racial. On est donc vigilant pour empêcher que ça se fasse. On voit bien que ça se fait déjà. Et à contrario, donc, on porte un regard critique sur ce qui a été fait. Moi, je suis très sensible à la prise de parole du maire de Béziers, Robert Ménard, qui a pu faire sourire certains, mais qui doit nous interroger, qui reconnaît lui-même l'erreur qui a été celle de dire que, non, finalement, les Syriens... c'est des orientaux, c'est le Moyen-Orient, c'est autre chose, c'est une autre culture, c'est pas la nôtre. Pour moi, ça, c'est des manifestations raciales, racistes. Et il revient là-dessus 7 ans plus tard, en disant, non, finalement, on a fait une erreur. Je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement, c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de victimes. Quand j'ai été élu maire, vous savez, 2-3 ans après, il y a eu la crise en Syrie, et j'ai fait des déclarations, le journal municipal a fait des unes. Des affiches, vous aviez fait des affiches aussi, à l'époque. Absolument, tout. Et que je ne referai plus. Pour tout vous dire, que j'ai honte d'avoir fait.
et on ne peut pas traiter les uns correctement et les autres les traiter comme une crise migratoire qu'on va retenir loin de nous, comme a pu le faire Emmanuel Macron à propos de l'Afghanistan, où les gens étaient encore à Kaboul en train de courir pour rejoindre l'aéroport. Et Emmanuel Macron disait « on va faire attention à contrôler les flux migratoires clandestins », dont on postulait a priori qu'ils seraient clandestins. Et là, l'Europe, tout à l'envers, retrouve un accord de 2001 qui dit on peut très vite décider, sans même faire le contrôle individuel des passeports et des visas et de toutes les raisons pour lesquelles les personnes sont là, on va décréter que, puisque vous avez passé la frontière ukrainienne, puisque vous êtes ukrainien, on va vous accueillir. Et c'est là où d'autres ont posé la question, oui, mais est-ce que c'est pour toutes les personnes qui sont sorties ou non? Donc voilà, la complexité de la situation, elle se révèle assez vite dès qu'on réfléchit derrière cette apparence d'une simplicité, de l'évidence de l'accueil. On n'entend plus à propos des Ukrainiens le terme de migrants. Moi, j'aurais tendance à dire les migrants, un migrant, c'est une personne qui est en migration. Et donc, ça pourrait être tout le monde est un peu en migration, tout le monde est un peu en mouvement. Il est bien évident que le terme de migrant a été connoté péjorativement en l'opposant au terme de réfugié qu'on idéalise parce que Hannah Arendt avait écrit un très beau texte qui s'appelle « Nous, réfugiés » et qui avait horreur de ce terme-là, qui voulait qu'on emploie d'autres noms, qu'on n'emploie pas ce nom-là. C'était un nom qui était très stigmatisant. Et puis, au fil des ans et des décennies, la catégorie est devenue tellement difficile à obtenir, même, c'est presque devenu la palme ou le jackpot pour certains, en disant tu as réussi à avoir ta carte de réfugié. Et comment tu as fait pour réussir à avoir cette carte-là, comme c'était le sésame, d'une certaine façon? Elle est arrivée de Damas il y a plus d'1 an, et en attendant mieux, elle dort dans un hébergement d'urgence en banlieue parisienne. Le provisoire s'éternise, alors elle vient demander de l'aide à une association. Je suis épuisée. Je suis dans ce grand pays qu'est la France et je me retrouve à la rue. Et donc là, tout ça est donné tout d'un coup en disant on ne va même pas se poser la question, c'est tellement évident, alors que, pour revenir à ça, d'autres personnes à qui on demande de prouver pourquoi ils ont été eux-mêmes individuellement obligés de fuir un lieu pour des raisons de persécution. Et c'est vrai que la Convention de Genève précise méticuleusement dans le détail les différentes causes de persécution, de violence, de guerre, de persécution pour des raisons d'appartenance à un groupe social, à un groupe ethnique, à un genre, etc., et qu'on peut donc demander l'asile et avoir ce statut de réfugié. Là, on ne le demande pas du tout. Donc on pourrait dire, alors finalement, par rapport à tout ce qu'on entend depuis des années, vous n'êtes pas un vrai réfugié, vous êtes un migrant, et là on décide qu'on va attribuer ce terme-là. Alors, institutionnellement, le terme n'existe pas. Dans la Convention de 2001 qui a été utilisée pour donner la protection aux réfugiés, aux exilés, aux migrants ukrainiens, on utilise un terme qui est le terme de protection subsidiaire ou protection humanitaire qui peut être renouvelé 2 fois. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 ans, ce qui est déjà un sésame. En disant, voilà, vous êtes tranquille pendant 3 ans et vous avez le droit de travailler tout de suite. Vous vous rendez compte le poids de ce droit-là? Les demandeurs d'asile, eux, n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils sont demandeurs d'asile. Donc ils doivent attendre des mois, des mois ou des années, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a tout ce phénomène de travailleurs sans papier qui existe en Europe et en France. 400 000 personnes en France qui sont des travailleurs sans papier. Donc ça arrange aussi certains secteurs de l'économie d'avoir des gens qui sont en situation de vulnérabilité juridique pour évidemment avoir des personnes dans des positions de subalternes bien plus fortes, bien plus graves que si elles avaient leur papier, si elles avaient leur droit de travailler associé à une carte de séjour liée à un statut de réfugié. Donc vous voyez, la situation actuelle, c'est très idéologique, si vous voulez, ou très politique. On utilise tous les termes qui ne correspondent à rien du point de vue conventionnel, du point de vue juridique, pas plus
pour les Ukrainiens actuellement que pour les Syriens, les Afghans, etc. Ni le terme de réfugiés, ni le terme de migrants ne sont réels dans les cas qu'on évoque. Pour les Ukrainiens, tout ce qu'on peut dire, c'est que administrativement, ils ont une protection humanitaire pendant 1 an, renouvelable pendant 2 ans. On leur a pas mis le tampon réfugié sur le front. On leur met médiatiquement, parce qu'on oppose le droit du réfugié, et là, avec une dimension, à mon sens, beaucoup plus géopolitique qu'humanitaire ou morale, si vous voulez, et on le refuse à d'autres pour les mêmes raisons. Géopolitique beaucoup plus que morale, parce que si c'était moral, eh ben on revient à ce que disent certaines personnes maintenant, qui ouvrent les yeux en disant « mais qu'avons-nous fait en 2015 ? Qu'avons-nous fait en 2015 ?» C'est ça la question. À partir de cette crise, de cette guerre, en fait, c'est principalement de cette situation de guerre dans laquelle on est, et qui provoque ces déplacements de population, qui entraînent ces interrogations et ces pratiques généreuses de toutes parts sur l'accueil. On peut peut-être réfléchir d'une manière plus générale en se disant qu'on est depuis un certain nombre d'années maintenant, je pense que la sortie de la guerre froide et puis l'entrée dans des crises successives avec les attentats de 2001 et les crises financières et les différentes guerres qui ont lieu dans différents lieux et qui sont toutes très très violentes, le monde entier est en déplacement. Le monde entier se déplace, se déplace à la fois sur le plan des relations entre les États, c'est un peu la tectonique des plaques au sens géopolitique, et puis se déplace parce que les flux de mobilité sont plus importants, plus systémiques, on va dire, plus diversifiés, pluriels, pour tout un tas de raisons. Des raisons dramatiques, on se déplace. Le tourisme s'est développé considérablement dans le monde, mais aussi les guerres. Le principal travail que je fais depuis des années, c'est d'essayer d'intégrer et de réfléchir à cette condition que nous partageons tous, que j'appelle une condition cosmopolite ordinaire, et non pas le cosmopolitisme qu'on pouvait penser à l'époque des Lumières, quand on voulait s'ouvrir au monde. Là, c'est bien plus que ça. La condition cosmopolite, elle est ordinaire, c'est-à-dire que tout le monde partage cette dimension globale de l'existence. Tout le monde, tout en restant chez lui, peut connaître et réagir et participer d'une certaine façon aux crises politiques, aux guerres, on voit bien, parce que là, on n'est pas touché, nous, personnellement, par cette guerre. On en est inquiet, on en a peur. On prévoit les effets économiques et autres, on les voit venir, mais on n'est pas dans la guerre, et pourtant on y est dedans, comme si on était occupé par la guerre à travers toutes les diffusions médiatiques et les peurs qui les accompagnent. Cette condition cosmopolite ordinaire, elle n'est pas forcément agréable, mais elle est bonne à penser, c'est-à-dire qu'elle nous permet de penser à l'ensemble des choses. Elle nous permet, plutôt que de nous attacher à des explications locales ou localistes, des rétractions, des fermetures sur soi, le monde extérieur m'agresse, je me referme. Au contraire de ça, je crois qu'il faut que nous nous pensions tous cosmopolites, au sens où notre vie s'organise aujourd'hui avec tous ces éléments-là qui occupent le monde et le monde entier. Notre monde social, notre monde imaginaire aussi, il s'est considérablement mondialisé, globalisé, si vous voulez, planétarisé, on va dire. On voit bien sûr, sur les débats sur l'écologie et toutes ces questions-là, tout ce qui concerne la planète dans son ensemble nous concerne.